bien, bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer cette nouvelle séance du séminaire Perspectives transaméricaines. Je vais faire une petite introduction le temps que tout le public puisse se connecter. Donc, comme vous le savez, ce séminaire Perspectives transaméricaines est organisé par l'Institut des Amériques et il offre un espace de discussion comparatiste. C'est-à-dire qu'il permet à des spécialistes d'Amérique du Nord de dialoguer avec des spécialistes d'Amérique latine sur une même thématique. Donc ce soir, la thématique qui va être discutée, c'est les droites dans les Amériques. Alors on n'a pas choisi cette thématique au hasard. Tout d'abord, évidemment, on l'a sélectionnée parce elle est d'actualité dans les Amériques. Et puis aussi, on souhaitait présenter dans le cadre de ce séminaire des projets de recherche collectifs transaméricains qui sont soutenus par l'Institut des Amériques depuis quelques années dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui des projets structurants. Donc ces projets structurants font l'objet d'appels une fois par an. Ils sont financés sur 2 ans pour les projets lauréats. Et donc, ils permettent de faire travailler ensemble des spécialistes des différentes régions des Amériques. Donc, ce que vous allez entendre ce soir est en partie issu de l'un de ces projets structurants sur les droites. Avant de vous présenter les discutantes, je voulais aussi rappeler au public que vous pouvez à tout moment poser des questions dans le chat et ces questions ensuite, les intervenants répondront à ces questions en fin de séance. Euh, je pense qu'on laissera quelques minutes en fin de séance pour les questions. Et vous avez des messages qui s'affichent. Bien, je vais donc présenter les deux discutantes que je souhaite remercier d'ores et déjà d'avoir accepté de se prêter à ce jeu d'animation transaméricaine. Alors, tout d'abord, Stéphanie Alenda, qui est sociologue. Elle est professeure et directrice de recherche de la faculté d'éducation et sciences sociales de l'université Andrés Bello à Santiago du Chili. Et depuis 2024, elle dirige plusieurs projets de recherche qui sont financés par le Fondecit, l'Agence nationale de la recherche chilienne. Et notamment, un de ces projets s'intitule La droite en dispute, idéologie, tactique et réseau dans le Chili contemporain. Ses travaux sur le Chili portent notamment sur les transformations du militantisme et sur le fonctionnement interne des organisations partisanes. Elle a travaillé sur la droite, sur l'ultra-droite chilienne aussi. Depuis 2024, elle travaille aussi sur les crises politiques. Et je voudrais juste citer un de ses ouvrages, puisque les résultats des recherches qu'elle a menées sur les crises politiques en Amérique latine ont donné lieu à un ouvrage intitulé Anatomía de la derecha chilena, Estado, Mercado y Valores en tiempos de cambio, qui a été publié par le Fondo de Cultura Económica. Voilà pour Stéphanie Alenda. Et elle est accompagnée par Agnès Trouillet, qui est maître de conférence en civilisation des États-Unis à l'Université Paris-Nanterre. Les recherches d'Agnès portent, elles, sur l'histoire politique des États-Unis et sur l'histoire de la cartographie. Agnès Trouillet s'intéresse en particulier à la droite radicale états-unienne, aux stratégies du mouvement conservateur et au Tea Party comme une de ses expressions les plus emblématiques. Agnès a observé la politique américaine ces dernières années, bien évidemment, et elle a passé notamment 4 années en Pennsylvanie, dont 3 sous le premier mandat de Trump. Et plus récemment, elle a aussi publié sur le journalisme citoyen comme pratique de la contre-démocratie dans un dossier de la revue Histoire
Art Politique du Centre d'histoire de Sciences Po, qui était d'ailleurs un dossier dirigé par Yann Philippe, que vous allez aussi écouter ce soir, et Rodrigo Nabuco, sur les expressions de la droite et de la démocratie dans les Amériques au XXe et au XXIe siècle. Voilà donc pour la présentation de nos deux discutantes. Je vais les laisser introduire la séance, enfin le contenu vraiment scientifique de cette séance et présenter les intervenants. Et quant à moi, je vous retrouve en fin de séance. Très bonne séance à toutes et à tous. Merci Diana pour cette introduction. Ce webinaire sera organisé de la façon suivante pour respecter l'heure et demie qu'on va avoir pour écouter la présentation de Yann et Maud et pouvoir discuter. Yann et Maud vont présenter, après notre propre présentation des deux chercheurs, ils vont présenter leur démarche d'animation de la recherche sur la base évidemment de leur expertise, l'expertise de chacun. Et cette démarche d'animation de la recherche devrait déboucher sur un ouvrage collectif qui est actuellement en préparation. Donc, je vais présenter Maude Chiriot. Elle est maîtresse de conférences à l'Université Gustave Eiffel, au laboratoire d'analyse comparée des pouvoirs, et membre junior de l'Institut universitaire de France. Elle est spécialiste de l'histoire contemporaine du Brésil, plus particulièrement de la période de la dictature militaire, des forces armées, de l'extrême droite et de la répression politique. Elle est l'auteur de A Política nos Quartéis, Revoltas e Mobilização de Oficiais na Ditadura Brasileira, pardon pour l'accent, qui a été publié en 2012, également publié en français et en anglais, et co-autrice avec Mariana Jofili de Torturadores, Perfis e Trajetórias de Agentes da Repressão na Ditadura Militar Brasileira, publié en 2025 très récemment. Elle a notamment organisé Pacificar o Brasil das Guerras Justas às UPP, publié en 2017, et Crise Política e Virada Conservadora no Brasil, publié en 2021. Plus récemment, elle a organisé la protection et valorisation du fonds d'archives des lettres envoyées à Lula pendant son emprisonnement politique, projet dont est issu le livre Mon cher Lula, lettres à un président en détention, publié en 2022, également publié au Brésil et en Argentine. Agnès. Merci Stéphanie de me passer la main. Tout d'abord, je tiens à remercier l'IDEA pour cette organisation et ce séminaire qui nous donne l'occasion de discuter le projet de Maud et Yann que vous allez trouver très original et très convaincant. Alors, je vais présenter Yann Philippe qui a fourni une bio très modeste, je tiens à le dire. Donc, Yann Philippe est maître de conférences en histoire et civilisation des États-Unis à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne et membre du laboratoire Mondes américains EHESS. Il est spécialiste des polices aux États-Unis dans la première moitié du XXe siècle et travaille en ce moment sur la possibilité d'écrire une histoire nationale en la matière. Il a dirigé avec Rodrigo Nabuco le dossier Les droites dans les Amériques au XXe et XXIe siècle, entre démocratie, antidémocratie et contre-démocratie, paru donc dans la revue Histoire politique de 2023, le numéro 50. Et il a publié avec Pauline Peretz et Thomas Griot Wherever the authority of the federal government extends, banning segregation in veterans hospitals, 1945-1960, dans le Journal of American History de septembre 2020. Quelques mots d'explication sur ce que vous allez entendre de Maud et Yann maintenant. Présentation intitulée Les droites dans les Amériques, défi du métier d'historien en contexte polarisé. Donc cette présentation vise à faire le bilan de dialogue établi depuis 2021 entre des historiennes et historiens spécialistes des droites nord- et latino-américaines, d'abord dans le cadre d'un webinaire, puis d'un atelier d'écriture collective. C'est pourquoi je parlais de cet aspect original de votre démarche que vous allez présenter. Nous exposerons, Yann et Maud exposeront les pistes les plus fertiles apparues au cours de ces échanges
et l'évolution collective de leurs réflexions dans le contexte d'une actualité marquée par l'ascension, puis l'accession au pouvoir de l'extrême droite dans plusieurs pays, en quoi l'urgence politique et les menaces pesant sur les sciences humaines et sociales impactent les recherches américanistes sur les droites, comment conserver une distance critique, penser et construire collectivement une forme d'intelligence collective seront les éléments abordés au cours de cette séance. The floor is yours, Maud et Yann. Très heureuse de vous entendre. Merci à toutes pour cette occasion d'exposer ce projet de recherche. Donc, je prends la parole en premier et puis Maud me succédera. Donc, merci à toute l'équipe de l'IDEA et pour permettre l'organisation de ce séminaire et à nos discutantes dont on a déjà pu recevoir une série de questions fort stimulantes. Nous allons présenter notre projet en 3 temps aujourd'hui, de façon relativement succincte pour permettre à la discussion de s'établir ensuite. Alors tout d'abord, nous allons présenter l'évolution du projet. C'est un projet qui a connu une évolution singulière entre 2021 et aujourd'hui. Ensuite, on s'attardera sur quelques résultats de ce projet qu'on voudrait mettre en évidence. Et enfin, on livrera une conclusion en forme de bilan et de perspective. Donc, premier temps, les origines et le développement du projet. Donc, ce projet remonte à 2021 et est né d'une volonté de répondre à un appel de l'Institut des Amériques Nord-Est sur la constitution de réseaux thématiques autour d'un binôme qui n'avait jamais travaillé ensemble, constitué donc de Maud Chiriot et de moi-même. Et je précise d'emblée que nous sommes venus à ce projet à partir de perspectives très différentes. Maud, qui a eu le rôle moteur dans ce binôme, s'est interrogée très tôt sur ce qu'on pourrait appeler le bolsonarisme, donc sur l'ascension rapide et l'élection de Jair Bolsonaro à la présidence du Brésil. Et à un moment où cette ascension apparaissait comme un phénomène singulier, voire isolé dans le contexte de l'Amérique latine de l'époque, voire dans le contexte des Amériques, à un moment où la communauté des brésilianistes, des spécialistes du Brésil, était encore peu en relation avec les spécialistes du reste de l'Amérique latine ou du nord de l'Amérique dans l'étude de ces questions. Moi-même, je suis venu à cette question à partir de mon interrogation sur les liens entre conservatisme et politisation des questions sécuritaires. Au départ, surtout à partir d'une réflexion sur l'historiographie de ces questions et non pas d'un terrain de recherche propre autour du conservatisme ou des droites. Et ensuite, autour d'un projet d'enquête que finalement je n'ai pas pu mener pour cause de concurrence entre différents projets, sur un projet d'enquête sur le rôle des policiers et des organisations policières dans les formes de politisation conservatrice informelle. Donc j'avais un projet d'étudier la politique sans en avoir l'air, pour reprendre le titre d'un ouvrage dirigé par Michel Auferlet et Laurent Le Gall, sur des formes de politisation non partisanes et échappant au spectre des études sur les partis proprement dit. Alors, le projet que l'Institut des Amériques a soutenu était un projet ambitieux et transversal, intitulé initialement Étudier les droites dans les Amériques, une co-construction dans l'espace américain des années 1930 à aujourd'hui. Et comme il a été rappelé, il a essentiellement pris la forme dans sa première année d'un webinaire mensuel. Et la formule nous a paru à ce moment-là adaptée
à la fois au contexte sanitaire, puisqu'on était à la fin de la crise du Covid ou en sortie de crise du Covid, à la volonté aussi d'associer des chercheurs américanistes. On a eu 18 au total, répartis dans des espaces très différents, à la fois sur le territoire français et européen. On a eu 2 spécialistes européens des Amériques qui sont intervenus, mais évidemment aussi travaillant depuis différents pays d'Amérique latine ou depuis les États-Unis. Donc, 7 séances ont été organisées, je les rappelle rapidement, une sur l'historiographie des droites dans les Amériques, une autre sur les réseaux de chercheurs qui étaient en train de se constituer autour de l'étude des droites radicales, une séance sur les questions religieuses, une séance sur les perspectives transnationales et la circulation entre les différents pays, une séance sur les questions raciales et une séance sur les catégories du fascisme et du néofascisme dans les Amériques, et enfin une dernière séance sur la répression et les questions de sécurité publique. Donc, ce sont quasi exclusivement des historiens qui sont intervenus au cours de ce séminaire, même si il y a eu une séance incluant aussi des acteurs de la société civile. Et à la fin de l'année universitaire 2021-2022, nous avons dressé un bilan du webinaire qui a fait apparaître une très grande richesse dans les présentations que nous avions pu organiser et assister à ces séances. Et en même temps, une forme de frustration qui était la nôtre autour de la difficulté à approfondir les questionnements, puisque les séances mobilisaient à chaque fois des intervenants différents, venus de pays différents, sur des questions proches, mais pas toujours situées à des périodes identiques. Et par ailleurs, ce webinaire a posé régulièrement la question de la langue de communication, et ce qui a créé parfois des problèmes de difficulté dans la communication. Et enfin, le séminaire a été caractérisé par une forme d'hésitation dans le traitement. Donc, ce sont des historiens qui sont intervenus à chaque fois, mais à partir de perspectives différentes, soit dans une perspective d'historicisation de thématiques des droites radicales à des périodes spécifiques, donc depuis les années 30 jusqu'à nos jours, ou au contraire, dans une perspective d'éclairage du présent, et donc dans une perspective quelque peu téologique. Et l'excellence des présentations nous est apparue en même temps comme frustrante dans la capacité à construire une réflexion commune et à être toujours productive. Alors, malgré tout, elle a été suivie de collaborations, notamment entre Nicolas Lebourg et Maud Thiriot, ou entre Daniel Geary, professeur au Trinity College de Dublin, et de moi-même, autour de projets collectifs ou d'interventions croisées. Mais au total, ces interrogations nous ont conduits à refigurer le projet en cours de route, et à organiser non pas un vaste colloque de clôture du projet comme nous en avions l'intention, mais au contraire de resserrer le travail autour d'un petit collectif de chercheurs, autour d'un atelier qui fut organisé en septembre 2023 à Sao Paulo, et se centrant sur nos domaines de compétences respectifs, donc les États-Unis pour moi-même et le Brésil pour Maud Thiriot, et d'universitaires spécialistes de ces 2 pays, avec l'idée de resserrer le projet autour d'un objet facilitant la comparaison. Et à ce moment-là, c'est imposer l'idée de comparer les présidences de Trump et Bolsonaro,
Donc deux présidents qui avaient été souvent comparés, qui avaient à cette époque-là exercé un mandat unique à une période proche et avec une fin de mandat similaire, terminée notamment par des tentatives plus ou moins insurrectionnelles. Donc l'objet nous paraissait suffisamment cohérent et comparable pour fournir une interrogation commune et avec une inflexion du projet vers des questionnements dirigés sur le présent et sur des formes d'histoire publique. Et dans un atelier qui a mobilisé à la fois des historiens, mais aussi des politistes, et qui a aussi commencé à inclure une perspective plus large pour inclure l'Argentine, notamment dans un contexte de campagne électorale en Argentine qui voyait l'ascension extrêmement rapide du candidat Milei. Donc le projet de cet atelier de réflexion et de début d'écriture collective était non pas de produire des données nouvelles à partir de travaux empiriques, mais de prendre le temps de la discussion pour essayer de déterminer comment, dans chacun de ces espaces, le Brésil, les États-Unis et l'Argentine de plus en plus, comment des questionnements communs à propos des droites radicales s'établissait et de manière donc à produire un ouvrage de réflexion commune sur ces questions. Voilà. Donc, ce que nous proposons aujourd'hui n'est pas véritablement un projet de recherche, mais le fruit de ce travail collectif de réflexion sur un certain nombre de catégories et de phénomènes que nous voulions mettre en évidence. Voilà. Donc, sur le deuxième point, les résultats de la recherche que nous avons souhaité mettre en évidence, je laisse la parole à Maud. Merci Yann, merci à toutes, à Lydéa, à Diana, à Agnès et à Stéphanie. Donc, comme Yann l'a présenté, les résultats que nous allons exposer face à vous sont une partie des pistes qui ont surgi, d'abord qui nous ont nourris, nous deux, au cours du webinaire et qui sont apparues et qui nous ont apparu les plus pertinentes au cours de ce séminaire d'écriture collective qui a consisté à s'isoler pendant 4 jours dans une salle avec une équipe de chercheurs et à discuter de nos regards sur des questionnements qui nous semblaient pertinents pour étudier ces deux phénomènes, les mandats de Trump et de Bolsonaro, essentiellement dans une perspective historique, bien que le fait de réaborder cette question à partir du présent nous a mené au cours de l'atelier à inclure des politistes. Donc on se pose à la fois des questions d'historicisation, mais aussi des questions plus larges pour aborder ces objets par des outils de sciences sociales. Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir donner un panorama général de tout ce qui nous a animés. On a essayé de sélectionner à la fois ce qui nous a le plus marqué, ce qui nous semblait le plus intéressant à mettre en discussion. Et le premier élément qui nous semblait intéressant et dont je vais parler, c'est comment nous avons pensé ensemble les outils pour travailler sur ces phénomènes et en particulier des outils pour replacer ces phénomènes politiques en perspective historique, outils qui comprennent à la fois les échelles, les cadres d'analyse et les catégories utilisées pour les penser. Alors, ce que je vais vous dire là, comme ce sont des réflexions qui sont essentiellement issues de l'atelier, dialogue surtout avec les cas brésiliens et états-uniens, même si, bien sûr, ce sont des réflexions qui s'appliquent à d'autres phénomènes et que nous travaillons déjà au sujet de l'Argentine, puisque, comme Yann vous l'a dit, on intègre désormais l'Argentine dans notre champ de réflexion. Alors, le premier élément qui est apparu dans l'atelier, c'est que la sollicitation générale qui est apparue lors de l'arrivée au pouvoir de Trump et de Bolsonaro, dirigée vers les chercheurs en sciences sociales en général
et les historiens en particulier, c'était de donner des outils d'intelligibilité à un phénomène qui, dans les deux cas, avait pris de surprise les observateurs et semblait être une aberration dans ce qui était la vie politique de ces pays et qui rompait avec les horizons d'attente d'une partie des observateurs. Et la question dirigée aux historiens, c'était de mettre en perspective historique ces phénomènes pour redonner de l'intelligibilité à cette accession au pouvoir. Et le même problème auquel nous étions tous confrontés, c'était que mettre en perspective historique, ce n'est pas du tout simple, car ça nécessite de décider à quelle histoire on va se référer pour tenter de comprendre ces phénomènes et à quelle échelle d'histoire. Et quasiment la première journée en fait, de réflexion a été consacrée à confronter nos rapports à cette question des échelles, c'est-à-dire à quelle échelle de temps et à quelle échelle d'espace peut-on se référer pour comprendre ces phénomènes-là. Avec je ne sais pas si tu te souviens, Yann, hein, avec un phénomène assez étonnant qui est que ça a immédiatement polarisé les personnes en présence, avec certains qui avançaient l'idée que ces accessions au pouvoir étaient le résultat de phénomènes extrêmement courts, hein, d'accélération d'un processus politique, d'une hyperinflation, d'une crise politique, d'événements qui se pensent en moi, s'opposant à une perspective plus classique historienne qui tente de trouver dans différentes périodes de l'histoire nationale ou supranationale, j'y reviendrai, des éléments pour comprendre. Et c'est un élément qui est très intéressant avant de parler véritablement des passés auxquels se référer pour comprendre cette hésitation et ce débat autour du fait de recourir au temps historique. Et c'était intéressant parce que, bien sûr, hein, il y a quelque chose qui peut paraître évident. Les historiens ont quand même plus tendance à systématiquement dire que les choses viennent de loin, peut-être plus que d'autres chercheurs en sciences sociales, mais ça n'a pas été complètement une confrontation disciplinaire. On a aussi constaté, par exemple, que nous sommes des êtres situés en tant que sujet pensant, hein, et par exemple, l'argentin du débat était tellement encore marqué par le choc de l'arrivée, de l'ascension de Javier Milei qu'il défendait, tout en étant historien, une perspective d'histoire très courte, d'accélération de l'histoire, d'histoire à pente forte. Et c'est intéressant de voir hein, comment ces cadres d'analyse sont mobilisés en fonction de plein d'autres choses hein, que finalement des positionnements historiographiques ou disciplinaires, et que en fonction des contextes, en fonction du caractère récent ou pas du phénomène, en fonction de la structuration des champs académiques, hein, me semble-t-il également, des champs où les historiens sont plus ou moins, travaillent plus ou moins avec d'autres sciences sociales, vont pas avoir exactement la même lecture sur ces phénomènes. Et également, il nous a semblé des rapports à la continuité politique qui ne sont pas les mêmes selon les pays, avec, par exemple, hein, ce discours des collègues brésiliens selon lequel, au Brésil, il existait une fragilité de longue durée du système politique, des cultures autoritaires de longue durée qui rendaient moins aberrant l'émergence d'un phénomène de droite radicale, à la différence des collègues argentins. Voilà, c'est un peu divers ce que je présente, mais je voulais mettre en avant cette idée que simplement le fait de penser les échelles de temps est une question qui provoque du débat qui ne sont pas simplement des discussions historiographiques ou disciplinaires, mais qui impliquent déjà comment les sujets, les collègues et les sujets se positionnent dans leur propre temps. Alors, suite à cette discussion inaugurale, on a beaucoup réfléchi hein, aux échelles de temps auxquelles penser. Ce qui nous a semblé intéressant, sans rentrer dans plus de détails, c'est combien chaque choix de temporalité implique des pistes de réflexion qui sont différentes. Il existe une échelle de temps qui s'impose pour le cas brésilien et en fait argentin, qui est le fait de travailler à partir de la guerre froide
en l'abordant comme une période matricielle de ces mouvements de droite. Pour le Brésil, c'est quelque chose qui s'impose du fait de la personne de Bolsonaro, de son passé militaire participant à la répression en partie, même si elle était plus très active au moment où il était lui-même un jeune officier, mais qui est ensuite resté très lié au milieu militaire qui était des acteurs directs de la dictature et leurs apologues. Et cette échelle de la guerre froide, en fait, impose une lecture qui est une lecture qui met l'accent sur le discours de ces droites, d'ennemisation d'une partie de la scène politique, de la gauche, d'un certain nombre de mouvements sociaux, qui utilisent des mots qui sont des mots de la guerre froide pour les qualifier, comme le fait de les définir comme des communistes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une période qui permettait de faire dialoguer également les chercheurs brésiliens et les chercheurs états-uniens pour essayer de voir dans quelle mesure cette période était matricielle et sur quel plan pour la droite américaine, la droite radicale américaine et la droite brésilienne. Et ce qui était intéressant, c'était de voir comment, quand on décalait la perspective, on allait s'intéresser à d'autres aspects de ces mouvements et de ces discours, en amont et en aval de la guerre froide, en remontant en amont, c'est-à-dire en remontant dans les années 30, on a constaté qu'il y avait un certain nombre de rapports à l'État de ces droites, de rapport à un État qui se constitue comme un État de contrôle des populations, qui est traversé par des mouvements qui sont des mouvements de masse et qui sont des mouvements qui impliquent les masses dans des mouvements radicaux comme le mouvement intégraliste au Brésil. Je m'excuse, je me prends plus le Brésil comme exemple que les États-Unis. Yann, n'hésite pas à me couper si tu veux intégrer un peu d'États-Unis dans ma présentation, mais elle m'est plus confortable. Et en allant en aval de la guerre froide, de réfléchir aussi pour les deux pays à l'impact de la révolution néolibérale des années 70, des réactions conservatrices aux bouleversements politiques, sociaux et culturels des années 60 et 70, le fameux backlash culturel, et ensuite la continuité avec les recompositions des droites dans les années 90, surtout aux États-Unis, et 2000 au Brésil et en Amérique latine. Donc voilà, sans rentrer plus dans le détail, puisque le temps file, non seulement cette discussion que je trouve intéressante entre histoire à pente forte, avec une accélération des processus politiques ou réflexion sur les diverses échelles de temps qui sont pertinentes, et ensuite comment, à chaque échelle de temps que l'on choisit, des couches différentes en fait, et des dimensions différentes de ces mouvements qui permettent d'être mis en perspective historique et d'être mis en perspective historique différemment en fonction des espaces. Les espaces, puisque parler des échelles de temps, c'est en fait aussi parler des échelles spatiales en fonction d'à quelle échelle on pense. On ne pense pas dans les mêmes espaces. Par exemple, le fait de considérer que une échelle de crise démocratique de très, très, très contemporain dans un temps court va plutôt situer la réflexion dans une échelle nationale, alors que si on s'intéresse au backlash culturel suite aux années 60 et 70, on change l'échelle spatiale à laquelle penser. Ce qui m'a intéressée en travaillant sur ce qu'on formulait à l'époque, ça fait déjà, combien ça fait, 1 an et demi, ce qui est intéressant, c'est de voir que en septembre 2023, on était plus prudent en fait sur le fait de penser d'emblée de manière transnationale. Et on se posait la question de la pertinence de l'espace national et de la construction d'un regard transnational qui était déjà bien imposé, mais qui était encore formulé de manière relativement prudente,
qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et ça m'a fait prendre conscience, ça nous a fait prendre conscience que la prolifération de ces mouvements, leur puissance politique croissante, leur accession au pouvoir dans tout un tas d'espaces globaux, hein, même pas simplement occidentaux, impose la perspective globale, impose la perspective transnationale de plus en plus, qui était, comme Yann le disait en début de présentation, pas du tout évidente en 2018 quand Bolsonaro a gagné les élections. À ce moment-là, Bolsonaro était, pour une partie des observateurs et même des spécialistes, vu comme une spécificité. Les journalistes qui parlaient du Trump des tropiques étaient vus avec un peu de mépris par les spécialistes, comme si c'était une comparaison qui était un peu inconvenante. Et ce sont en fait des précautions qu'on prend moins du fait de l'imposition de ces cousinages qui nous apparaissent de manière extrêmement évidente d'un point de vue médiatique, mais aussi scientifique, ce qui pose aussi des questions, hein, parce que la pertinence d'adopter d'autres échelles demeure, la pertinence d'adopter des espaces nationaux, de comprendre comment un certain nombre de discours, de doctrines, de techniques de communication, de manipulation des opinions, etc., circulent entre les différents espaces, ne doit pas nous mener à ignorer les espaces de réception avec leurs spécificités, leurs acteurs spécifiques, leur rapport au passé, etc. Bon. Donc, ce que je dis ne simplifie pas la question, mais là encore, nous mène à réfléchir à comment notre contemporanéité, et une contemporanéité qui est très évolutive, car l'actualité va très très vite, impacte notre manière d'aborder les problèmes et doit systématiquement nous inciter à de la prudence, c'est-à-dire que c'est pas parce que tout nous incite à penser global qu'il faut arrêter de penser ce qu'on avait toujours fait, c'est-à-dire en privilégiant les espaces nationaux d'abord pour penser ces phénomènes. Voilà, donc alors j'avance un peu parce que je prends trop de temps, mais donc dans ce qui est apparu de la discussion entre des collègues qui travaillent sur des aires différentes, il nous est apparu à la fois indispensable de travailler sur les circulations sans abandonner les outils de la comparaison, c'est-à-dire ne pas penser simplement à ce qui circule, ce qui se ressemble, ce qui est cousin, mais d'utiliser la comparaison pour mettre en avant les différences. Et c'est pour ça que finalement les divergences, et y compris maintenant les divergences profondes avec la situation argentine, ne nous apparaissent pas comme un obstacle, ne nous apparaissent pas comme un obstacle, car il nous semble intéressant de comparer des mouvements qui ne fonctionnent pas pareil sur certains points de vue, parce que la comparaison est aussi pertinente d'un point de vue conceptuel. Et voilà, un dernier point, pas vraiment un dernier point, mais un dernier point de ma présentation pour laisser ensuite les éléments de conclusion, de longue conclusion. C'est à partir du moment où on compare, à partir du moment où on se pose la question de si notre objet est transnational et national, se pose la question des catégories à utiliser pour les désigner. Et c'est une réflexion hein, que Stéphanie nous a encouragé à poursuivre dans ses pré-commentaires de notre prise de parole. Il y a quelque chose qui est une évidence, Stéphanie, c'est que les historiens sont moins préoccupés de la question des catégories que d'autres chercheurs en sciences sociales, mais il faut bien parler, il faut bien utiliser des mots, il faut bien penser aux catégories. Et les catégories qu'on a beaucoup utilisées par facilité, mais pas seulement dans nos réflexions, qui sont les catégories qui personnalisent ces mouvements. Le Trumpisme et le bolsonarisme sont insatisfaisantes, même si elles mettent l'accent sur une personnalisation qui a des effets concrets, et on pourra y revenir. Mais ensuite, au-delà de cette extrême spécificité qui d'ailleurs nationalise ces phénomènes, quels mots employer? Est-ce qu'on doit parler de droite radicale? Est-ce qu'on doit parler d'extrême droite? Est-ce qu'on doit parler d'ultra-conservatisme? Comment se positionner par rapport aux mots des acteurs qui utilisent ces termes ou par rapport à des consensus scientifiques autour de leur emploi à partir d'un certain nombre de mots qui définiraient ces termes?
Alors, ce que nous, on avait adopté droite radicale en le considérant comme plus prudent sur la porosité entre ces mouvements et leur écosystème politique, qui nous apparaissait et qui continue d'apparaître aux États-Unis de manière de plus en plus claire comme quelque chose qui marque l'accession au pouvoir de ces mouvements. Bolsonaro n'est arrivé au pouvoir que parce qu'il a englouti l'intégralité de la droite brésilienne qui a intégralement disparu. À partir de ce moment-là, il était un petit peu difficile de chercher un mot qui l'isole complètement, même si en termes de discours, de personnalité, de tout un tas d'outils politiques, il était très différent de cette droite. Néanmoins, il a intégré, il a absorbé l'intégralité de la droite et donc on voulait utiliser un mot qui soit prudent pour pouvoir penser l'insertion dans l'écosystème, à la fois politique, mais aussi d'opinion, hein, et là encore, les mots ne sont pas forcément toujours euh, pertinent de manière similaire quand on parle du personnage, de son entourage, de la classe politique qu'il soutient et de l'électorat qui le porte au pouvoir. Et ça, c'est une question qui nous a beaucoup travaillé et qui est revenue dans nos débats. Et par ailleurs, ce qui nous a un peu embêté, hein, dans la partie de notre discussion collective autour des mots, c'était qu'à chaque fois qu'on essayait de trouver des catégories qui permettaient de raccrocher tel mouvement à une appellation, autoritarisme, populisme, la catégorie, l'adjectif qui permettait de justifier une catégorie était lui-même mis en débat, hein. Et par exemple, la question du populisme, hein, comment est-ce qu'on définit populisme? Déjà, le mot de populisme est un mot qui est très sensible et très dépendant d'un certain nombre de traits nationaux et d'historiographie nationale. Et par ailleurs, il est très dépendant des contextes, comme ce n'est pas véritablement une idéologie, mais plutôt un positionnement politique contextuel. Finalement, un personnage qui n'a pas un discours populiste à un moment où il n'est pas en situation d'ascension électorale et de nécessité de polariser, va avoir une stratégie populiste ultérieurement. C'est clairement le cas de Milei, qui était un libertarien radical toute sa vie politique et qui s'est mis à construire un discours vraiment chimiquement pur en termes d'ennemisation d'une élite isolée d'un peuple bon, à partir du moment où il a eu une ascension électorale au niveau national. Et donc, cette évolutivité des catégories était compliquée à gérer pour véritablement accoler un mot à ces mouvements-là. Et en fait, ce qu'on a conclu, Yann et moi, c'était que ce qui était très, très, très intéressant avec les catégories, c'était de systématiquement les mettre en débat, parce que c'était le débat qui nous permettait de faire avancer notre réflexion collective, plutôt que de chercher à véritablement arriver à une étiquette. C'est la même chose pour le conservatisme. Je crois que Agnès voulait en parler, hein. C'est particulièrement pertinent à réfléchir à ces mouvements qui sont actuellement des mouvements, pour certains, très réformistes, voire révolutionnaires sur un certain nombre de politiques de rupture sur les questions économiques, par exemple, mais qui sont intéressants à mettre en débat parce qu'ils sont par ailleurs évidemment héritiers de traditions conservatrices sur tout un tas de points. Alors, j'arrête là la question des résultats. Yann, comment est-ce que tu veux faire pour les éléments de conclusion? Est-ce que tu veux commencer sur un peu les perspectives et moi je parle des difficultés? Comment tu veux faire? Alors peut-être juste, je pointe 2-3 autres Vas-y. questions qui nous avaient mobilisés. Alors le temps file, hein, on va essayer d'accélérer, mais 2-3 autres questions, notamment à partir des questions de comparaison, de voir quelles étaient finalement les questions qui étaient susceptibles d'alimenter des discussions dans les 3 espaces. Et les débats ont montré que on pourrait resserrer autour de 3 grandes questions. D'abord, les questions identitaires, qui donc sont porteuses de dynamique des droites radicales. Et l'intérêt de l'atelier était de montrer comment il y avait à la fois il y avait une coexistence entre des discours de rejet, d'exclusion et même de haine, auxquels on pourrait s'attendre dans des projets de politique de droite radicale ou d'extrême droite, mais aussi que ces mêmes mouvements étaient capables de produire des formes d'identité conservatrice, de capital social susceptible d'appropriation par les individus et
une forme d'identité qui était capable de se superposer aux identités particulières des individus se définissant comme des soutiens de Trump ou Bolsonaro, ce qui pouvait expliquer une partie de la séduction de ces mouvements politiques auprès de membres issus, par exemple, des minorités ou de classes populaires. Deuxième question, le rapport à la démocratie et à l'état de droit. Et là encore, une tension, une ambivalence entre, d'un côté, la revendication de la démocratie, une revendication d'incarnation de la démocratie par le biais de l'identification aux populistes, aux leaders incontestés, et de l'autre, une critique de la démocratie dans ces différents espaces. Alors, on peut penser à la thématique chez les républicains états-uniens de la conceptualisation des États-Unis comme une république et non pas comme une démocratie. On peut penser à la réhabilitation de la dictature à la fois au Brésil et en Argentine. Voilà, donc une ambivalence vis-à-vis de la démocratie et vis-à-vis de l'état de droit aussi. Là, je pense au tweet d'hier, me semble-t-il, de Donald Trump se félicitant de la décision de la Cour suprême autorisant la continuité de l'expulsion des migrants vénézuéliens au nom de l'état de droit. Et en même temps, d'attaques régulières de l'état de droit en ce qu'il entraverait l'action de l'État dans sa défense du peuple, de la nation, etc. Troisième question, les formes de conservatisme populaire. Et de ce point de vue-là, il y a à la fois la mobilisation de militants à la fois dans une dimension locale ou dans une dimension identitaire digitale, donc construction de communautés militantes, et en même temps une capacité de ces mouvements à attirer des électeurs peu politisés ou peu convaincus, et qui peuvent ensuite être soit gagnés à des idées radicales, à la faveur de la mobilisation issue de la campagne ou de l'accession au pouvoir, ou alors garder leur identité d'électeurs peu politisés et guidés avant tout par des choix pragmatiques. Et de ce point de vue-là, la part des électeurs non convaincus ou pragmatiques, on va dire, apparaît comme une sorte d'impensé dans le succès des droites radicales. Alors au total, ces trois dynamiques soulignent la capacité de ces droites radicales à articuler des tensions qui leur permettent d'occuper un espace large du spectre politique, donc plus large que celui qu'on accorde d'habitude à l'extrême droite, d'échapper à une forme de caractérisation trop étroite et à susciter des formes très diverses d'adhésion à leur programme et à leurs dirigeants de façon plus ou moins intense. Alors, donc, à partir de cela, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors, donc, forme de conclusion sur bilan et perspective. Alors, le projet d'ouvrage que l'on a traduit un resserrement supplémentaire dans la définition du projet, puisqu'il se centre autour de la relation entre historien et droite radicale. C'est consécutif à la fois à une maturation nouvelle du projet, une maturation intellectuelle de notre projet, et au bouleversement de l'actualité. L'élection de Milei, la mobilisation des historiens qui en a suivi, et ensuite la réélection de Trump. Et de ce point de vue-là, il nous a semblé que dans ce nouveau contexte, des questions plus pressantes se posaient désormais sur l'exercice du métier même d'historien, et que notre ambition était désormais d'écrire un ouvrage à la frontière de l'histoire académique et de l'histoire publique qui permettrait de poser toutes ces questions-là et ces formes d'interaction, et notamment de formes de concurrence ou de conflit qu'il y a entre la profession même d'historien, enfin le métier d'historien, dont la raison d'être est d'être des spécialistes du passé, et le discours politique des droites radicales qui sont souvent porteuses d'une
d'une mythologie mémorielle, de formes d'usage du passé, qui sont très importantes et ce qui crée des accusations réciproques entre historiens et acteurs politiques conservateurs de manipulation, de politisation du passé. Euh, donc l'ouvrage voudrait réfléchir à ces questions-là et à ce que ça fait que du coup, en quoi cette tension contribue à transformer le métier même d'historien, au-delà même de la question de l'arrivée au pouvoir des droites radicales et de la façon dont elles peuvent, on le voit aujourd'hui à la fois en Argentine et aux États-Unis, elles peuvent contribuer à la transformation de l'exercice même du métier d'historien. Voilà. Le temps file, je m'arrête peut-être sur cette question-là et je laisse Maude conclure et ensuite on vous laisse la parole. Bah, écoute Yann, écoutez tous, je pense qu'on peut s'arrêter là tout court hein, parce que on a surtout envie aussi d'entendre nos commentaristes et je pense toute une partie des perspectives, on les a évoquées au cours de notre exposé et on aurait surtout grand intérêt à vous écouter sur le retour qu'on a pu avoir de notre travail en commun et qu'est-ce que vous envisagez, qu'est-ce que vous nous conseiller en fait hein, sur les perspectives de publication et plus généralement de positionnement, hein, puisque notre histoire commune, hein, à Yann et à moi, c'est l'histoire d'une évolution de positionnement hein, depuis le webinaire jusqu'à ce livre dont on souhaiterait qu'il soit aussi un livre d'intervention publique, en tout cas dans la communauté historienne. Donc peut-être si Yann, ça te convient, on s'arrête là et on passe la parole à nos commentaristes. Alors, merci beaucoup. Du coup, je vais commencer, Stéphanie, hein, on est d'accord. C'était absolument crystal clear, hein, votre explication là, sur ce processus de recherche et donc sur les questionnements. Et je vais du coup rebondir sur la conclusion et sur le projet d'ouvrage, hein, puisque c'est par là que j'avais envie de commencer en fait. Et vous avez bien fait de préciser que vous souhaitez donc publier un ouvrage à la frontière de l'histoire académique et de l'histoire publique, parce que c'était ça mon grand questionnement par rapport à cet ouvrage. C'est-à-dire qu'étant donné la richesse de vos travaux, la densité du matériau, le nombre de personnes qui sont impliquées, de chercheurs et de chercheuses de renom, hein, enfin voilà, c'est un travail considérable et je tenais vraiment à saluer la solidité de vos travaux, de votre analyse. Enfin, c'était vraiment très intéressant de lire et encore de vous écouter là aujourd'hui. Donc, vous parliez d'un ouvrage court qui soit accessible au grand public. Et vous avez aussi l'objectif d'une intelligence de l'action, puisque un de vos soucis aujourd'hui, c'était de proposer quelque chose qui permette une action efficace, j'imagine, à très court terme, enfin en tout cas à un terme le plus immédiat possible. Et donc, c'était un petit peu ça que j'aurais aimé explorer avec vous, c'est-à-dire que, et c'est une question assez large, mais est-ce que il ne faudrait pas envisager deux ouvrages, finalement, un qui soit peut-être plus urgent et qui traite de questions plus immédiates et que vous puissiez donner des outils à disposition des historiens, mais aussi du grand public. Et puis, il faudra aussi définir ce public auquel vous vous référez et à qui vous voulez, à qui vous vous adressez, en fait. Hein. Et pour cette intelligence de l'action, et comment est-ce que c'est compatible avec un ouvrage qui reprenne la richesse hein, de vos travaux, de vos catégories d'analyse, justement. La catégorie d'analyse, vous avez bien expliqué aussi l'importance de ces catégories et le fait que les historiens
ne se consacre pas autant à cette catégorisation que d'autres chercheurs de sciences sociales. Et une de mes questions aussi, c'est est-il absolument nécessaire de catégoriser tout de suite, dans l'immédiat, en fonction de ce que vous allez proposer comme ouvrage? Et étant donné la difficulté et la rapidité de l'évolution, hein, donc des phénomènes auxquels on assiste, voilà, quelle est votre priorité la plus urgente aujourd'hui en termes de publication? Quel est votre objectif principal? Et puis ensuite, nous reviendrons sur des questions plus détaillées avec Stéphanie. Pardon Agnès, oui, j'ai aussi une question autour de l'ouvrage, donc peut-être que je pourrais la poser et en même temps qui reprend une autre question sur les catégories, donc ça pourrait peut-être grouper nos questions. Bon, moi aussi, j'étais absolument passionnée par la lecture de votre document et par le fait d'être ici, donc je remercie vraiment l'IDEA d'avoir contribué, d'avoir organisé ce webinaire. J'ai tout à fait compris j'ai trouvé très, très clair la justification de pourquoi Trump et Bolsonaro, c'était très clair dans la présentation de Yann. On comprend bien l'idée de mettre en perspective historique un phénomène finalement concomitant. C'est vrai qu'on ne se souvenait plus trop, puisque là on est un peu dans une autre étape, que ces deux présidences arrivent en parallèle et qu'il y a des ponts et des comparaisons qui commencent à s'installer. Il n'empêche que en maintenant cette idée, je sais que vous avez incorporé Milei, mais la question se pose de voir comment vous allez incorporer à cette réflexion, en pensant à l'ouvrage, le second gouvernement de Trump. Parce qu'en fait, il me semble, et c'est là que je vais faire le lien avec certaines catégories, il me semble qu'on a un point d'inflexion dans cette étude des droites radicales qui est vous serez d'accord, mais l'assaut du Capitole et tout ce qui arrive après rapproche Trump clairement des méthodes de l'extrême droite. On a l'extrême droite selon Cass Mudd, non, cette extrême droite antidémocratique. On a eu plus récemment les saluts nazis de Bannon, Musk, les affiches de l'AfD qui vont sur la même ligne. Et en même temps, on a tout ce mouvement absolument préoccupant d'exode dans le cerveau des États-Unis, qui aussi invite à revenir sur certaines catégories. Moi, j'étais une de celles qui n'adhérait pas à l'usage de la catégorie de néofascisme, par exemple, pour parler de ces nouvelles droites, en citant de fait les travaux d'historiens. Certains disaient que c'était tout à fait différent, c'est des nouveaux phénomènes, d'autres qui disaient que c'était inscrit dans la continuité. Mais quand on lit et quand on voit l'exode de Jason Stanley, le philosophe américain qui a immigré, spécialiste du fascisme et qui considère précisément que le fascisme est arrivé aux États-Unis, je pense que il y a quelque chose, il y a un point d'inflexion qui mériterait d'être pris en compte dans cette étude finalement dans le temps de ces nouvelles droites. Et il me semble que donc l'ouvrage devrait probablement inclure cette réflexion-là, ce qui invite à revisiter les catégories. Forcément, je trouvais aussi que la réponse le point de Maud sur la justification utilisée, la notion de droite radicale, le fait qu'il y a un lien aussi avec le système politique institutionnel, etc., ça me semblait tout à fait justifié. Mais c'est vrai que on n'a plus le Trump du premier gouvernement à l'heure actuelle qui s'éloignait malgré tout pas mal de Bolsonaro, qui était vraiment là, il y a un consensus académique qui le classe dans l'extrême droite très, très rapidement, le côté putschiste, ancien militaire, etc., le lien avec le monde militaire. Et Trump, c'était quand même autre chose en 2016, alors que là, on est dans un nouveau, il me semble, dans un nouveau moment historique, je ne sais pas comment le... Et donc, je voulais savoir comment est-ce que vous allez inclure cette réflexion, vous pensez inclure cette réflexion dans l'ouvrage. Et ça amène à 2 sous-questions qui sont peut-être un peu longues, c'est tellement passionnant qu'on a peu de temps. Mais moi, en tout cas, je trouve ça très intéressant de se demander comment se radicalise le Parti républicain. Qu'est-ce qui se passe au sein du Parti républicain? Il y a peut-être des travaux que je ne connais pas qui explorent cette radicalisation-là, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'autres droites
que la droite radicale de ce parti aux États-Unis, alors qu'on a des droites conventionnelles dans d'autres partis, et Maud le disait très bien, elles ont tendance à être complètement absorbées par ces droites, des droites radicales. Donc j'aurais une première question sur si vous allez inclure aussi de la réflexion sur les catégories, la radicalisation, enfin, le processus de radicalisation du Parti républicain. Et du côté de Bolsonaro, ce qui me semble très intéressant à l'heure actuelle, c'est de réactiver cette idée du mouvementisme d'ultra-droite qui a caractérisé le Brésil et qui a permis au Brésil d'exporter d'ailleurs pas mal de ces organisations, comme l'Action Integralista, l'intégralisme, je pense c'est la traduction, ou le mouvement Tradition Famille Propriété qui est arrivé au Chili aussi dans les années 60, etc., qui a eu des ramifications. Donc, c'est intéressant de voir aussi comment dans le cas du Brésil, cette radicalisation passe par le mouvementisme aussi, qui supporte la candidature, enfin je veux dire le personnage, parce que la candidature non, mais le bolsonarisme comme courant en fait. Donc voilà, grande question, grand questionnement sur les catégories et piste en fait, suggestion d'explorer dans l'ouvrage, aux États-Unis, radicalisation du Parti républicain, et sur le Brésil, tout ce movimentisme, bon bref, qui est très d'ultra-droite. Yann, qui commence, comme tu veux. Peut-être autour de la question posée par Agnès. Alors oui, évidemment, la question de plusieurs ouvrages se pose, et c'est pour ça que dans l'immédiat, on avait voulu, on a eu le projet de resserrer le questionnement autour de la relation entre les historiens et les droites radicales, et de réflexion sur l'exercice même du métier d'historien face aux droites radicales, à la fois pour considérer l'étude des droites radicales et pour voir ce que fait l'ascension des droites radicales au métier d'historien. Quand je disais sur qu'elles soient au pouvoir ou non, ça veut dire aussi alors, on voit très bien aujourd'hui ce que ça fait quand les droites radicales sont au pouvoir et décident de, mener une forme de guerre à la science, si on veut le dire rapidement, qui touche les historiens parmi les autres universitaires. Mais aussi, il me semble que ça pose toute la question de l'évolution de nos objets de recherche, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait évoluer nos objets de recherche en fonction de ce contexte changeant. Comment on continue à exercer, ce qui est une vraie question et qui est une question qui se pose différemment pour les historiens argentins ou les historiens états-unis aujourd'hui des historiens brésiliens et français. Et quand on parlait d'écriture collective et d'élaboration collective, c'était aussi à partir de la mise en commun d'expériences très différentes aujourd'hui et d'historiens, et de ce que fait cette mise en commun d'expériences différentes à la compréhension de notre phénomène, au phénomène des droites radicales. Voilà, donc resserrement autour d'un livre d'intervention, puisque précisément il est en prise avec l'actualité. La question d'un deuxième livre ensuite se poserait, mais bon, priorité d'abord au premier. Alors, je vais prendre le train de ce que vient de dire Yann. Et en même temps, je vais répondre à une question de l'un des participants du public, parce que je trouve ça cohérent avec les questions de Stéphanie sur le fait voilà, nos réflexions sont issues du premier gouvernement Trump, et on est en plein deuxième, et ce n'est pas un deuxième qui passe inaperçu en termes exactement des questionnements qui nous animent, hein, puisque l'impact effectivement sur la profession de chercheurs et d'historiens et de chercheurs en général, hein, en sciences humaines est puissant. Et donc, il est évident que ma manière de justifier notre emploi de droite radicale jusqu'à présent est en partie caduque, et je pense qu'on aurait beaucoup plus de facilité à adopter le terme d'extrême droite
d'autant plus que, indépendamment des justifications, disons, conceptuelles, il y a la question des usages et du public qu'on veut toucher avec les mots qu'on utilise. Et le mot d'extrême droite, si c'est pour un livre publié d'abord en France, le mot d'extrême droite, il est extrêmement parlant et le fait de parler d'extrême droite pour désigner le second gouvernement Trump, ce qui est en train de passer aux États-Unis, il est pertinent et il est efficace parce qu'il incite à penser conjointement. Bien sûr, voilà, l'expérience brésilienne, en sortir, se préparer à ne pas répéter l'expérience états-unienne, c'est-à-dire le retour au pouvoir, non pas de ce personnage-là qui probablement sera inéligible, mais de l'ensemble de la faune qui l'entoure toujours. Et parce que c'est aussi une manière de penser au contexte français et européen. Voilà, c'est quelque chose qui, évidemment, est dans notre champ de pensée. Si on publie un livre en France d'intervention dans l'espace public pour réfléchir à ce que l'extrême droite au pouvoir fait au métier d'historien, on va parler à des Français d'abord. Et donc, on va parler à des Français pour qui l'extrême droite existe dans le paysage, à des historiens, des enseignants en histoire ou un public lettré, à qui on souhaite parler aussi, puisque c'est notre communauté universitaire. Et c'est là que je voudrais aussi intégrer la question d'Antonio dans le public. Donc, nos travaux ont été nourris des Amériques et plus particulièrement de la... Attendez, j'arrive plus à voir vos visages, pardon. Et plus particulièrement du Brésil et des États-Unis, mais on est plongé actuellement dans des interrogations qui s'opposent à la communauté historienne en France. Il s'est fondé il y a quelques semaines un comité des historiens contre l'extrême droite, qui n'est pas d'historiens de l'extrême droite, mais qui réunit des dizaines de collègues et qui sont extrêmement intéressés par avoir un retour sur expérience de collègues qui vivent dans des situations d'adversité politique, qui tentent de réfléchir, qui travaillent sur les droites ou qui travaillent sur le genre, qui travaillent sur les populations autochtones, qui travaillent sur les questions raciales, qui travaillent sur tout un tas de questions et qui voudraient avoir des outils pour penser voilà, comment s'organiser, comment parler à d'autres que nous, comment utiliser maintenant des outils qui sont des outils qui nous permettent de sortir de notre bulle et qu'on ne maîtrise pas. Comment justifier notre légitimité quand on parle du passé par rapport à d'autres acteurs qui se sentent également légitimes. Tout ça, c'est des questions qui, évidemment, se posent à nous comme chercheurs français, hein, vivant en France et aussi s'adressant à des collègues français qui pensent à partir de leur expérience nationale et européenne. Donc, c'était une manière à la fois de répondre à Stéphanie sur la catégorie et sur le projet d'ouvrage, ses publics et évidemment son horizon de penser aussi les contextes européens. Et alors, un tout petit élément pour répondre aussi à Agnès sur à qui les deux ouvrages. Alors, on chemine un peu vers ça aussi avec Yann parce que quand on va vers des formats qui sont des formats d'intervention, courts, synthétiques, etc., on nous dit que c'est trop développé, c'est trop long, c'est trop. Et quand on va vers des éditeurs universitaires, on nous dit que notre projet d'écriture collective, c'est trop peu classique par rapport à des publications d'actes ou à un ouvrage collectif. Et peut-être que l'urgence et le côté un peu protéiforme de notre projet justifieraient d'écrire un ouvrage d'intervention en écriture collective sur des questions relativement précises sous la forme un petit peu d'un manuel à l'usage de l'historien en situation de polarisation, qui existe, hein. Par exemple, au Brésil, il y a un livre très bon qui s'appelle Passados Presentes, d'un historien qui travaille sur les droits, qui s'appelle Rodrigo Pato Samot, qui est vraiment pensé comme un livre à usage des historiens pour
être dans l'espace public et dans les espaces professionnels avec des étudiants, avec des collègues, pour parler d'histoire dans un contexte polarisé et de délégitimation. Mais c'est un livre qui est pensé à l'échelle du Brésil avec des arguments brésiliens et qui pense très peu au-delà. C'est pas une critique, hein, c'est déjà super bien qu'il ait existé, mais ce serait intéressant de faire quelque chose qui intègre notre identité d'américaniste à l'étranger et le dialogue qu'on a pu construire. Donc ça pourrait être une première approche et dans un deuxième temps, mettre à profit tout ce qu'on a accumulé, y compris le webinaire en fait, pour faire quelque chose qui soit un ouvrage un peu plus utile au champ de la recherche, en fait, hein, tel qu'il se produit actuellement. Et dernier élément pour répondre à Stéphanie sur la question de la radicalisation, la question du mouvementisme, c'est très intéressant et c'est très intéressant parce que ça permet de décentrer le regard des individus de leur cercle précis et de prendre en compte les dynamiques sociales qui sont derrière. Et ça permet aussi de prendre en compte le mouvement au sens d'évolution. Et ce qui est vrai, c'est que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, c'est qu'on est toujours en train de courir derrière ce qui se passe. Et chaque jour, quasiment, chaque semaine, une nouvelle dimension, évidemment, de l'actualité comme tout le monde, mais aussi des manières de la penser s'offrent à nous. Je pense qu'il faut vraiment affronter ça comme comment penser la dynamique, en fait. Comment penser quand tout est instable? Comment penser quand les catégories qu'on peut utiliser, mais aussi euh, les dimensions qu'on n'avait pas envisagées. On n'avait pas envisagé de faire un chapitre géopolitique, vous voyez? Et là, c'est impossible de ne pas le faire. Enfin, en tout cas, de le mettre complètement dans la réflexion. Mais comment penser le présent quand le présent est à ce point instable? C'est une question qui se pose, y compris aux historiens, depuis très longtemps et qui n'a pas été vraiment résolue et qui est une situation d'extrême fragilité pour notre profession où on est habitué à la distance hein, pour construire nos outils. Mais je crois que c'est indispensable maintenant de le penser collectivement. Oui, et j'ajouterais que si on avait publié notre livre il y a 1 an, d'une certaine manière, on aurait manqué quelque chose. Alors, ça souligne la nécessité de publier assez rapidement un livre actuel, mais si on n'avait pas connu le deuxième mandat Trump, forcément quelque chose nous aurait échappé. Euh, et alors, ce qui me paraît aussi intéressant, c'est d'analyser, on parlait tout à l'heure d'échelle temporelle, mais d'analyser le présent, puisque on est non seulement dans un moment de normalisation des partis de droite radicale, mais aussi d'inflexion, et c'est aussi un moment où on parlait tout à l'heure de l'usage des catégories, ou peut-être que le contexte politique actuel conduit un peu à un dynamitage des catégories qui s'étaient imposées, celles de Casmud et tout ça, sur les différences parfois difficiles à faire entre droite radicale, extrême droite, etc. La situation d'aujourd'hui, c'est que finalement, le Parti républicain s'est à la fois radicalisé, mais continue à occuper l'ensemble de l'espace de la droite. Hein. C'est ça qui est assez extraordinaire, puisque contre toute attente, Trump a été élu non seulement par la majorité du collège électoral, mais par une majorité de voix de l'électorat américain. Et voilà, et c'est pour ça qu'il me semble qu'il faut à la fois prendre en considération cette dynamique des droites radicales, alors cet aspect mouvementiste, mais aussi euh, le fait que un grand nombre d'électeurs ont continué à voter pour Trump, enfin ont voté de nouveau pour Trump à cette élection, sans être nécessairement des Trumpistes convaincus, de la même façon que un nombre surprenant d'électeurs de Bolsonaro avaient voté pour lui, alors même que une grande partie des commentateurs et du monde politique s'étaient prononcés contre lui. Finalement, l'élection a été beaucoup plus serrée que ce à quoi on s'attendait dans la confrontation avec Lula. Alors, je crois qu'il y a des questions. Alors, il y a Oui. quelques-unes de moi.
Peut-être pour rebondir un petit peu sur la question de Oscar Malta qui évoque un certain nombre de choses, mais aussi la question des voix non pas invisibles, mais inaudibles, hein. Donc, c'était une des questions aussi que je voulais vous soumettre, la place du terrain dans votre recherche et dans votre processus, hein. C'est-à-dire à quel moment et avez-vous l'intention de conduire un terrain sur les populations qui sont concernées par ces glissements et cette dérive droitière. Avez-vous l'intention de conduire un terrain avec les militants qui s'opposent donc à cette dérive droitière? Donc on a vu que les États-Unis se réveillent petit à petit, et donc les dernières manifestations ce week-end ont montré une réaction forte sur l'ensemble du pays. Dans quelle mesure est-ce que vous auriez l'intention de prendre en compte les voix des acteurs, qu'ils soient positionnés d'un côté ou de l'autre du spectre politique, et comment vous pourriez prendre en compte ces voix? Et ça rejoint une autre question, celle de vos différentes positions en tant que chercheur situé justement en France par rapport à vos collègues qui sont justement sur le terrain et qui donc sont soumis encore plus de plein fouet donc à ces nouvelles mesures de l'administration Trump. Là, je pense au côté nord-américain. Est-ce que vous prévoyez de contribuer de manière équivalente, ou est-ce qu'il y a des moments où certains pourraient reprendre une respiration pour se concentrer peut-être sur du terrain ou d'autres choses? Enfin, comment ce processus d'écriture collective aussi concrètement, comment ça se présente, et quels sont les défis et les avantages de ce processus? Je peux juste compléter parce qu'en fait, c'est dans la même ligne, on est dans la même. Je fais la même chose que pour ta question différente. Je complète simplement ce que ta propre question. Il me semble que dans le texte que nous avons lu, tous les axes y sont. Vous posez toutes les bonnes questions. Effectivement, ce que dit Agnès est très très pertinent. Comment maintenant collecter des données, peut-être quel va être le travail empirique, peut-être qui va peut-être pas être au cœur de cet ouvrage-là, mais comment vous allez poursuivre sur ce terrain-là. Le rapport au terrain, je pense qu'il y a aussi toute une question qui se pose du rapport à l'objet. C'est pas un objet conventionnel. C'est peut-être beaucoup plus c'est déjà des terrains beaucoup plus éprouvants que d'autres terrains, et donc comment vous vous positionnez en relation à ce rapport à l'objet, et comment aussi on écrit. Enfin, je donne un exemple très concret. Nous, on travaille au Chili. On a eu un accès assez privilégié à des fichiers de fondateurs. C'est la catégorie fondateur du parti de droite radicale de José Antonio Cast. Et donc, on enquête par questionnaire, et en même temps, on fait des entretiens. Et on a d'un côté la confiance du parti qui a ouvert quand même pas mal ses portes, mais d'un autre côté, ce qu'on découvre n'est pas toujours très, très reluisant. Donc, il y a une question qui se pose, et qui pour moi est une vraie question sur comment après, que faire avec comment écrire sur ces données-là, en partant de la base, évidemment, que le rôle du chercheur est d'essayer de comprendre les motivations des personnes qui font partie de ce type de projet politique. Mais ça pose une vraie question, pour moi en tout cas. Pas mal d'autres personnes. Yann, si ça te va, je veux bien commencer à répondre. Alors, sur la question de faire du terrain, alors moi, j'assume complètement que je ne vais pas refaire du terrain. Ça fait 20 ans que je travaille sur l'extrême droite, les anciens tortionnaires, et après toute cette vie à travailler sur ça, toute cette vie, soyons relatifs, hein, je ne suis pas non plus au terme de ma carrière, mais
Ensuite, à partir de l'élection de Bolsonaro, je me suis engagée dans un mouvement associatif qui s'appelait le Réseau européen pour la démocratie au Brésil, qui s'appelle toujours, qui a été un mouvement politique de mise en visibilité de tout un tas de victimes de violences du bolsonarisme, de solidarité avec... voilà, et c'est une manière de répondre aussi à Oscar Malta sur l'absence d'autres voix. Dans le cadre de ce travail-là, entre 2018 et 2022, ce mouvement, hein, dont j'ai été fondatrice et présidente, a passé son temps à offrir des espaces pour d'autres voix que ceux qui étaient au sommet de l'État au Brésil, et en particulier les populations qui étaient le plus victimes. Et c'est épuisant, en fait, à la fois de travailler. Moi, dans mon cas, j'ai été spécialiste de l'extrême droite et j'étais investie politiquement auprès de certaines de ces victimes. En tout cas, évidemment, pas tout le monde. Et j'assume désormais de faire une pause dans ce terrain-là et de travailler sur autre chose. Actuellement, je travaille sur l'écriture populaire autour voilà, des lettres qui ont été envoyées à Lula, et donc un corpus de lettres, donc absolument rien à voir. C'est vraiment sur l'écriture populaire et l'écriture de soi des catégories populaires. Et j'assume le fait que le projet avec Yann, c'est autre chose, qui utilise non pas mes compétences de chercheuse sur le terrain, mais ma position universitaire de brésilianiste française, qui a la chance de pouvoir connaître des américanistes qui travaillent sur d'autres aires géographiques, ce qui permet de créer du dialogue et de créer de la connaissance collective avec des gens qui font du terrain. Et pour le coup, tous les gens qui étaient là à l'atelier, c'est des gens qui sont sur le terrain et qui font, pour ce qui est le cas de Camilla Roche, qui travaillent sur l'électorat évangélique conservateur dans les quartiers populaires du Nord-Est. C'est des gens qui sont sur le terrain absolument tous les jours et qui produisent de la donnée actuellement. Quand on est en train de vous parler, ils produisent des données et moi, j'assume de ne pas en produire. Et je ne vais pas en produire et je fais une pause dans ma carrière. Là, j'ai publié mon livre sur les tortionnaires et j'arrête un petit peu de regarder ces objets-là. Et c'est une question que posait Agnès, comment est-ce qu'on fait pour respirer et pour pas craquer? Moi, là, à la fin du mandat de Bolsonaro, j'y arrivais plus, en fait. En termes cognitifs, c'était très, très usant émotionnellement et très investissant en termes personnels d'associer ces deux dimensions, de travailler sur un objet difficile et d'avoir à gérer le côté engagement militant et travail scientifique, ce qui est aussi usant, en fait, parce que ça pose plein de questions et ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà, j'assume. Non, je ne ferai pas de terrain et non, il n'y aura pas de terrain. Et c'est pas pour ça, Oscar, qu'il n'y a pas d'autres voies, car ces voies-là, elles sont aussi portées par des universitaires et des mouvements associatifs, dont moi. Et pour l'instant, je me suis mis en retrait de cette protagonisme direct. Voilà. Oui, alors moi aussi j'assume hein, de pas conduire de terrain en histoire du présent, mais de potentiellement regarder différemment le passé à partir du présent et c'est ce que j'exposais sur le projet que j'avais d'enquêter sur la politisation opérée par les policiers sur un long XXe siècle. Et alors, sur la question des positions des chercheurs, du positionnement de chacun des chercheurs, il me semble que ce qui était intéressant de ce point de vue-là, dans le binôme qu'on a constitué avec Maud, c'était qu'on avait précisément des positionnements différents et que l'investissement politique et militant qu'a eu Maud, par exemple, moi, je ne l'ai pas du tout eu comme historien. Donc je peux avoir des positionnements comme citoyen, mais comme historien, j'avais plutôt défendu une position de plus grande distance par rapport à l'objet. Et de ce point de vue-là, le fait de travailler sur un pays étranger était justement la condition de ma distance vis-à-vis de mon objet. Et donc tout l'intérêt de notre réflexion commune avec Maud, qui passe par beaucoup de discussions et parfois de divergences, était justement de mettre en commun à la fois nos divergences de vues et nos positionnements communs. Et d'offrir aussi à nos collègues
une forme de dépaysement et de possibilité de témoigner de ce que c'est que le travail d'historien aujourd'hui dans ces pays dominés par les droites radicales. Et en ce qui me concerne, il me semble que ça ouvre aussi à une réflexion sur notre travail d'historien. Et alors moi, ce qui m'anime notamment, c'est d'essayer d'expliciter les enjeux du travail d'historien sur les États-Unis à la fois depuis les États-Unis ou depuis la France ou l'Europe. Et il me semble que l'accession au pouvoir, enfin la réélection de Donald Trump, en ce qu'elle a de déstabilisant pour les historiens états-uniens, permet aussi de reconsidérer la façon dont on conçoit l'exercice du métier d'historien, et notamment des discussions entre historiens, et de ce que, de mon côté, je pouvais analyser comme parfois une politisation excessive des discussions entre historiens. Et alors, pour raccrocher cela au sujet actuel, enfin, donc on débat aujourd'hui, que l'on avait discuté lors de l'atelier, il me semble que la maximisation des différences de point de vue des historiens sur le passé et l'interprétation de ces différences en termes politiques est aussi quelque chose qui contribue à la mobilisation conservatrice. Et que de ce point de vue-là, une atténuation dans la virulence des débats entre historiens peut éviter d'alimenter les constructions, l'investissement mémoriel de militants. Alors, par exemple, autour de la question qui a été beaucoup débattue du projet 1619 du New York Times et de son utilisation par l'administration Trump. Donc un projet monté par des journalistes du New York Times, mais soutenu par certains historiens, critiqué par d'autres historiens. Voilà. Il me semble que l'accession au pouvoir des droites radicales et les effets qu'elles peuvent avoir sur les conditions de la recherche sont aussi une occasion de réfléchir au mode de discussion qu'on doit avoir entre historiens. Voilà. Mais il est 18h27, je crois qu'on approche de la fin de la discussion. Diana va reprendre la main. Oui, je suis navrée, on aurait pu continuer à discuter encore longtemps. C'était passionnant de vous écouter. Je voulais vraiment vous remercier, Maud, Yann, pour la présentation de ce travail comparatiste sur l'étude des droites dans les Amériques. Et merci aussi à Agnès et à Stéphanie pour l'animation de ce débat, parce qu'elles ont su, par leurs questions et aussi leur regard depuis leur propre terrain, vraiment apporter à ce débat. Et je voudrais aussi dire que cette séance, justement, montre très bien, enfin, vous l'avez très bien montré, en tout cas, comment une réflexion transaméricaine comparatiste peut nous permettre aussi de mieux comprendre ce qui nous arrive en Europe, ce qui arrive en France. Et un grand merci pour cela. Et on attend donc la publication de l'ouvrage avec impatience. Je voudrais simplement clore cette séance en donnant la date de la prochaine séance qui aura lieu le 6 mai, toujours à la même heure, de 17h à 18h30. Et ce sera sur revue littéraire et artistique dans les Amériques dans les années 60 et 70, donc une thématique complètement différente, avec Hélène Agy, Paul-Henri Giraud, Mariana Dicio, Alexandre Ferrer, et elle sera introduite par Laurence Cossu-Beaumont. Et je vous rappelle aussi que l'appel est en ligne, enfin l'appel à participer à ce séminaire Perspectives transaméricaines. Si vous voulez présenter une thématique
sous un angle transaméricain, présenter votre objet de recherche pour une discussion comparatiste. Vous êtes bien évidemment les bienvenus. Voilà, donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée et merci de nous avoir écoutés.